Des patients fragiles sont envoyés à la mort trop tôt par un infirmier mégalomane et avide de pouvoir. Mais ses tentatives pour dissimuler ses crimes vont mettre les enquêteurs sur sa piste et l'envoyer dans le couloir de la mort. « 19 avril 1981, Perris, en Californie. Virginia Bayless, 84 ans, est conduite au service de soins intensifs de l'hôpital Riverside après avoir été victime d'une crise cardiaque. Comme toujours, le service est rempli de patients dans un état critique et le personnel est débordé. Au même moment, un autre patient nommé Henry Castro fait un infarctus. Malgré tous les efforts du personnel médical pour le réanimer, il décède rapidement. Quand une infirmière rend visite à Virginia Bayless vers 1h30 du matin, elle découvre qu'elle est également décédée. D'après le procureur adjoint de district, Patrick Majors, ces deux morts sont suspectes. Ces patients n'étaient pas en état critique. Ils étaient aux soins intensifs pour traitement, mais ils auraient dû s'en sortir. L'équipe est inquiète. Avoir 2 décès dans la nuit est devenu monnaie courante à l'hôpital. Virginia Bayless et Henry Castro sont les 9e et 10e patients à mourir dans le service en 3 semaines. Le personnel de l'hôpital ne savait vraiment pas ce qui se passait. Ils pensaient qu'il y avait un problème avec l'eau ou l'air, que l'hôpital ou l'unité était contaminée. Tout le monde était vraiment très inquiet. Mais il existe une autre possibilité. L'équipe commence à soupçonner qu'un des leurs serait responsable de ces décès inhabituels. L'infirmière en chef fait part de ses inquiétudes à son supérieur. Elle explique que des dizaines de patients sont déjà morts dans des circonstances étranges. L'un des employés de l'hôpital les a peut-être assassinés. Le directeur de l'hôpital l'écoute avec intérêt. Mais lorsqu'elle lui demande de prévenir la police, elle se fait renvoyer. Elle appelle le bureau du coroner. Il ouvre une enquête. Et comme il soupçonne un acte criminel, il prévient Patrick Majors. Le bureau du coroner s'est rapproché de l'hôpital pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Mais il n'a rien trouvé de particulier qui aurait pu provoquer la mort de ces patients. À ce moment-là, c'est devenu assez évident qu'une intervention extérieure était peut-être à l'origine des décès. J'ai donc demandé au procureur l'autorisation d'ouvrir une enquête à mon tour pour approfondir cette affaire, pour déterminer s'il y avait eu homicide et si oui, qui en était l'auteur. R.D. Byron Smith est journaliste dans la région. Il sait que les enquêteurs ont rapidement découvert des chiffres alarmants. En 22 jours ce mois d'avril, 24 patients sont morts aux soins intensifs cardiologiques à l'hôpital de Perris, alors que dans les mois qui ont précédé, il n'y en avait pas eu plus de 6 par mois. 5 jours après le rapport fait par l'infirmière en chef, la direction de l'hôpital décide de fermer le service de soins intensifs. Ces infirmiers et médecins se retrouvent soudainement au chômage.
Ils sont contraints de chercher du travail dans d'autres hôpitaux de Californie du Sud. Mais les morts suspectes ne cessent pas pour autant. Suite aux révélations de l'hôpital Riverside, 7 autres établissements de la région commencent à éplucher les listes récentes de décès. L'hôpital de Banning, près de Palm Springs, découvre également une mort suspecte. Il n'est qu'à 46 km de l'hôpital de Perris. Il y a eu tellement de bruit autour des morts suspectes à l'hôpital de Perris que lorsqu'à l'hôpital de Banning on a découvert qu'un patient censé s'en sortir était mort, la direction a contacté le bureau du procureur. Elle voulait simplement s'assurer de ne pas laisser passer une activité suspecte. Les enquêteurs comparent les listes des employés des hôpitaux de Banning et Perris. Et à leur grande surprise, elles ont un point commun. Le même infirmier en cardiologie s'est occupé de Virginia Bayless, de Henry Castro et de la patiente récemment décédée à Banning. Il s'appelle Robert Diaz et il a 43 ans. Les enquêteurs décident de l'interroger. Ils découvrent que Robert Diaz est spécialisé en soins intensifs cardiologiques. Il s'occupe souvent des patients les plus gravement atteints. Il leur explique qu'il a perdu son emploi lorsque l'hôpital de Perris a fermé le service. Mais il a vite retrouvé du travail à Banning. Quand les enquêteurs le questionnent sur les morts suspectes, il nie catégoriquement y être mêlé. Mais ce que l'enquête va révéler présentera l'infirmier sous un tout autre jour. Le lendemain, la police fouille le domicile de Robert Diaz à Apple Valley. Elle trouve rapidement des éléments suspects. Le bureau du procureur a fait perquisitionner au domicile de Robert Diaz dans le comté de San Bernardino. Et on y a découvert de la lidocaïne. Ce n'est pas le genre de médicament que les infirmiers rapportent chez eux. La lidocaïne est un décontractant musculaire. Il est souvent administré aux patients victimes d'infarctus pour ralentir leur rythme cardiaque. C'est un médicament fréquemment utilisé aux soins intensifs. Mais à forte dose, il peut entraîner un arrêt cardiaque et la mort. Pourquoi un infirmier conserverait-il de la lidocaïne à son domicile ? La lidocaïne n'a aucun intérêt en soi. Ce n'est pas un médicament qu'on peut s'injecter comme une drogue, ni vendre dans la rue, car elle ne vaut rien. C'est très surprenant de trouver de la lidocaïne chez un infirmier, car elle n'a aucune utilité, sauf pour un patient des soins cardiologiques. Robert Diaz utilise peut-être la lidocaïne pour assassiner des patients. Mais le prouver s'annonce très compliqué. Les enquêteurs découvrent que les patients décédés à Perris seraient morts des suites directes de leur insuffisance cardiaque. La politique de l'hôpital Riverside était de ne jamais pratiquer d'autopsie sur un patient décédé dans l'unité de soins intensifs cardiologiques. Il n'y avait donc pas d'enquête post-mortem. Personne ne savait de quoi ils étaient morts. Tout le monde partait du principe qu'ils avaient succombé à une crise cardiaque, un infarctus. Six victimes présumées sont encore à la morgue. Mais les autres ont déjà été inhumés. Les enquêteurs doivent avoir recours à des mesures radicales pour découvrir si les dizaines de morts suspectes sont en réalité des meurtres. Et si l'infirmier, Robert Diaz, est un tueur en série.
Avril 1981, en Californie du Sud. Dans divers cimetières du comté de Riverside, des équipes médico-légales exhument des dizaines de cadavres. Ce sont les victimes présumées d'un tueur en série qui sévirait dans les hôpitaux de la région. Les experts analysent des échantillons de tissus pour déterminer la cause de la mort. 38 corps ont été exhumés et des tissus ont été prélevés sur chacun d'entre eux. Ils ont été emballés dans de la glace sèche et envoyés au centre de toxicologie humaine dans l'Utah. Les toxicologues retrouvent rapidement un lien entre plusieurs échantillons. Sur les 38 corps, 12 avaient des tissus susceptibles d'être analysés. Ces 12 échantillons, qui ont entraîné une enquête criminelle, indiquaient que toutes les victimes étaient mortes d'une surdose importante de lidocaïne. Cela ne fait plus aucun doute dans l'esprit des enquêteurs. Ces patients ont bien été assassinés. Et toutes les preuves désignent un seul coupable, l'infirmier en cardiologie, Robert Diaz. La nouvelle qu'un infirmier a pu provoquer la mort de dizaines de patients fait rapidement la une dans tout le pays. Pour le journaliste Chris Bowman, c'est le début de la plus grande affaire de sa carrière. Non pas que les crimes soient rares dans le comté de Riverside, mais le fait que l'auteur soit un membre du corps médical était très nouveau, totalement inattendu. Robert Diaz ne se laisse pas impressionner par l'attention médiatique. Il riposte. Sa femme et lui ont décidé d'engager un avocat privé du comté de San Bernardino. Ils ne voulaient pas d'avocat commis d'office, ils voulaient la meilleure défense possible. Robert Diaz est prêt à se battre. Si elle veut l'inculper, la police va devoir trouver des preuves irréfutables de sa culpabilité. Dans ce genre d'affaires, il faut prouver la cause de la mort. Il nous a fallu 3 ou 4 mois pour finaliser les analyses toxicologiques. Et comme il y avait beaucoup de victimes, il nous fallait interroger des centaines de témoins. C'était un dossier titanesque. Quand on est procureur dans ce genre d'affaires, on ne peut pas procéder à une arrestation avant d'être vraiment prêt, d'être absolument certain, sans aucun doute possible, que le suspect est coupable. Les enquêteurs doivent mettre les bouchées doubles. Ils comparent les heures de garde à l'hôpital de Perris et l'heure de la mort de chacune des victimes présumées. Ils découvrent qu'elles sont toutes décédées pendant la nuit, entre minuit et 8 heures du matin. Et un infirmier était toujours de garde à l'heure de leur mort, Robert Diaz. Tout concorde, et les preuves indiquent qu'il s'agit de meurtres en série. Tout à coup, le taux de décès montait en flèche. Qu'est-ce qui avait changé? Robert Diaz avait été engagé. Je pense qu'il s'est dit que l'hôpital de Perris était l'endroit idéal pour tuer. J'en suis convaincu. C'est ce qu'il a dû penser en passant la porte. C'était un environnement rêvé pour un infirmier animé par l'intention de tuer. Les enquêteurs convoquent Robert Diaz et lui présentent leurs preuves. Mais l'infirmier reste muet. Il savait qu'il était soupçonné. Alors je crois qu'il faisait profil bas en pensant que l'affaire allait finir par se tasser. Le lien entre les gardes de Robert Diaz et la mort des patients est peut-être une pure coïncidence. Il en faut plus pour procéder à son inculpation, et notamment une arme du crime. Suite à une découverte fortuite dans l'ancien service de soins intensifs, l'enquête va soudain s'accélérer. Des ouvriers devaient vider les chambres du service. Ils déplaçaient les lits et démontaient le matériel. L'un d'eux a enlevé un matelas d'un lit
Et entre le matelas et le sommier, il a trouvé une aiguille et une seringue. Je n'avais plus qu'à l'envoyer au laboratoire de toxicologie pour savoir ce qu'elle contenait. Le résultat indiquait la présence de lidocaïne, de 2 grammes de lidocaïne. La seringue n'aurait dû contenir que 0,1 g environ. Une injection de 2 grammes de lidocaïne serait fatale. Tout indique que quelqu'un a rempli la seringue d'une solution plus concentrée, et donc mortelle. La police détient peut-être l'arme du crime. C'était très important car je savais maintenant que j'avais une arme du crime. Je pouvais prouver que Robert Diaz avait injecté de la lidocaïne. Six mois après la dernière mort suspecte à l'hôpital de Péris, Robert Diaz est inculpé de 12 homicides volontaires. La cruauté des meurtres dont il est soupçonné le fera sans doute condamner à mort, s'il est reconnu coupable. La nouvelle qu'un employé de l'hôpital pourrait être un tueur en série ébranle la communauté locale. C'était déjà arrivé qu'un médecin ait des ennuis avec la justice et même tue des gens. Mais là, c'était une affaire nationale. Toute la communauté était choquée d'apprendre qu'un membre du corps médical, chez nous, était impliqué dans une affaire criminelle. Les enquêteurs pensent avoir trouvé l'arme et les circonstances du crime. Mais il leur manque un dernier élément pour procéder à l'inculpation de l'infirmier. Un mobile. Il fouille dans son passé, dans l'espoir de trouver des indices qui expliqueraient ses actes. Robert Diaz naît dans une famille de 15 enfants, à Gary dans l'Indiana, en 1938. Ses parents sont des immigrés espagnols. Il souffre d'une longue maladie et ne peut pas aller à l'école comme les autres enfants de son âge. Il finit par guérir et il est même suffisamment apte pour entrer dans la marine américaine à l'âge de 18 ans. Mais sa carrière militaire est de courte durée. Il est révoqué pour désertion. À 23 ans, il se marie une première fois et a 4 enfants. Son ex-femme livre un témoignage accablant qui en dit long sur l'esprit torturé de Robert Diaz. Ils avaient un chien et le chien est tombé malade. Son mari l'a forcé à tenir le chien pendant qu'il branchait un tuyau sur la gazinière. Ouvrait le gaz et asphyxiait le chien. Il a gazé son chien. Il a rendu sa femme malade. Et il a fait tout ça avec 4 enfants dans la pièce à côté. Sa vision perverse de la maladie contraste avec son intérêt soudain pour la médecine. Il voulait devenir médecin. J'imagine qu'il avait envie d'aider les autres, mais il y avait peut-être autre chose. Malheureusement, sa situation personnelle anéantit tous ses espoirs. Il doit se contenter d'une carrière d'infirmier. Il a commencé ses études d'infirmier assez tard. Et quand il a obtenu son diplôme, il s'est aperçu qu'il ne serait jamais médecin, car il avait 40 ans. Robert Diaz obtient son diplôme d'infirmier en 1977. Il prête serment, jurant de ne jamais administrer en son âme et conscience de traitements susceptibles de nuire à un patient. Il devient rapidement évident que l'infirmier souhaite outrepasser son niveau de compétence. Quand il était en école d'infirmier, il allait toujours aux réunions de famille en tenue de travail.
Il mettait un stéthoscope autour du cou et disait à tout le monde dans la maison, à tous les membres de sa famille, de l'appeler Dr Diaz. D'après les enquêteurs, ce comportement est la preuve que son échec en médecine l'a profondément blessé dans son amour-propre. Le psychocriminologue David Holmes pense que cette blessure d'orgueil n'a fait qu'empirer au cours de sa vie. Il devait avoir beaucoup de rancœur. Il a sans doute développé un complexe d'infériorité et devait ressentir de la jalousie envers ceux que l'on qualifiait de vrais médecins. Diaz obtient son premier poste d'infirmier en 1979. Son mépris pour ses collègues, mieux qualifiés et plus expérimentés, ne tarde pas à faire surface. Il a commencé à s'opposer à ses supérieurs. Il était arrogant et condescendant souvent, même envers ses collègues infirmiers. Il abusait de son petit pouvoir autant qu'il pouvait. Les enquêteurs découvrent un autre aspect encore plus obscur de la vie personnelle de Robert Diaz. L'infirmier s'adonne ouvertement aux sciences occultes et tente de convaincre ses collègues de participer à d'étranges rituels. Robert Diaz organisait de drôles de séances chez lui pour ses collègues. Il faisait de la régression sous hypnose. C'est l'idée qu'on a tous une vie antérieure et que l'hypnose peut nous renvoyer dans cette autre existence pour comprendre qui on était avant. C'est clairement la preuve que son mode de pensée était déformé, comme dans les cas de schizophrénie. Ses rêves de pouvoir et son attirance pour le surnaturel le définissent comme un individu schizotype. Les enquêteurs découvrent d'autres preuves que Robert Diaz a adopté une double personnalité en accord avec son ego démesuré. Lors de ses expériences régressives, il a découvert qu'il était un roi égyptien dans une vie antérieure. Il a pris ça très au sérieux. Il s'est mis à porter les vêtements de l'époque et ça n'a fait qu'aggraver son sentiment de pouvoir et de contrôle sur les autres. On parle de quelqu'un qui était tellement persuadé de son pouvoir sur les autres qu'il se croyait tout-puissant. Il se prenait pour Dieu. Le travail minutieux des enquêteurs a permis d'établir le portrait d'un homme torturé et de découvrir des éléments révélateurs. Des doses anormales de lidocaïne à son domicile, chez un infirmier aux ambitions contrariées, capable de tuer son chien malade et adepte d'étranges pratiques occultes. Mais cela ne suffit pas à inculper un homme. Ils commencent à assembler les pièces du puzzle et à comprendre son cheminement psychologique. Un cheminement qui va le conduire au meurtre. Robert Diaz est désormais en garde à vue pour la mort suspecte de 12 patients hospitalisés. Les enquêteurs fouillent dans son passé pour comprendre ce qui a pu faire basculer cet homme du désir de soigner au désir de tuer. Ils interrogent ses anciens collègues de l'hôpital Riverside pour en savoir plus sur le déroulement de ses gardes aux soins intensifs. Ils découvrent qu'il s'occupait surtout de patients âgés. Ils étaient admis pour des problèmes de cœur suite à une crise cardiaque ou une attaque. Et ils étaient placés aux soins intensifs ou dans l'unité de soins cardiologiques où travaillait Robert Diaz. Ses collègues ne se montrent pas avares de détails quand il s'agit d'évoquer son comportement étrange. De toute évidence, il a un don surnaturel pour savoir précisément quand l'état d'un patient va s'aggraver. Le patient était stable, il allait mieux, et personne ne s'attendait à un arrêt cardiaque ou à un malaise.
Il disait « Ce patient va avoir des problèmes cette nuit. Ce patient va mourir. » Ou bien « L'état de ce patient va empirer. » Et la plupart du temps, il voyait juste. Mais un détail surprend les enquêteurs. La plupart des patients dont l'état se dégrade, comme l'a prédit Robert Diaz, vont soudain beaucoup mieux. Et comme par hasard, leur malaise et leur rémission miraculeuse ont souvent lieu pendant la garde de l'infirmier. C'est à ce stade de l'enquête que la police apprend une autre information capitale. Robert Diaz a un accès illimité à des réserves de lidocaïne concentrée. Beaucoup de ces patients prenaient de la lidocaïne. C'est un traitement classique pour les troubles cardiaques. On vous met sous perfusion de lidocaïne aux soins intensifs cardiologiques. Mais l'infirmier semble particulièrement friand de ce médicament. Plusieurs témoins se souviennent qu'il a toujours une boîte de lidocaïne dans la poche de sa chemise. D'autres déclarent qu'ils l'ont aperçu avec des seringues et des fioles. Pour un infirmier aux tendances meurtrières, la lidocaïne est un choix judicieux pour effacer ses traces. Tout le monde croirait qu'ils sont morts d'une crise cardiaque, d'une attaque. Un infirmier autorisé à utiliser de la lidocaïne à volonté, capable de prédire quand l'état d'un patient va se détériorer, et toujours présent quand ce patient revient miraculeusement à la vie. Les enquêteurs font le lien et en viennent à une conclusion difficile à croire. Robert Diaz injecterait-il sciemment une surdose de lidocaïne aux patients avant de les stabiliser avec un autre médicament? Il injectait à un patient de la lidocaïne 500 ou 1000 mg, de quoi tuer un cheval, et le patient faisait un arrêt cardiaque. Les médecins urgentistes ne savaient pas ce qui se passait. Ils arrivaient et c'est Robert Diaz qui leur expliquait quoi faire pour réanimer le patient. Il ordonnait à l'infirmière d'administrer un stimulant pour relancer le cœur. Souvent, c'était de l'adrénaline en raison de l'arrêt cardiaque. Robert Diaz en donnait aux patients, le réanimait et regardait le médecin l'air de dire « Vous avez vu? C'est génial. Vous n'y connaissez rien. » Les enquêteurs en sont désormais certains. Robert Diaz prend du plaisir à jouer à ce petit jeu de vie ou de mort pour impressionner ses collègues. Mais cette hypothèse présente une faille. Si l'infirmier cherche à prouver qu'il est doué de pouvoirs de guérison surnaturels, pourquoi tuer ses patients? Pour eux, il n'y a qu'une réponse possible. L'intention de Robert Diaz est de donner la mort. Ils ont déjà des preuves. La seringue de lidocaïne retrouvée sous un matelas a été trafiquée. La dose contenue, appelée un bolus, était 20 fois supérieure à la normale. Un bolus ordinaire est de 100 mg. Celui-ci faisait 2 grammes, soit une dose massive de lidocaïne. La seule signification possible, c'est qu'il y avait intention de tuer. Les enquêteurs revoient leur raisonnement et en déduisent un mobile. Il aimait ça. Il tuait par plaisir. Il exerçait son pouvoir, le pouvoir absolu. Je peux vous tuer quand je veux. Les enquêteurs sont convaincus que Robert Diaz est l'homme qu'ils cherchent. Mais son seul profil psychologique n'est pas une preuve de sa culpabilité. Les gens disaient qu'il était très bizarre, vraiment très bizarre.
Pas le genre de personne qu'on a envie d'inviter à un déjeuner familial. Mais pour la pertinence de l'enquête, ça ne voulait pas dire que c'était un meurtrier. Ça voulait dire qu'il était très bizarre. Et ce n'est pas un crime. Robert Diaz n'a jamais été vu en train d'injecter une surdose à un patient. De plus, il a une explication plausible pour justifier sa possession de lidocaïne. Quelques personnes lui ont demandé pourquoi il avait de la lidocaïne sur lui. Il a répondu que ça pouvait toujours être utile. Certains ne voyaient rien d'inhabituel là-dedans. Sans arme du crime, c'est tout le dossier d'accusation qui s'effondre. Le procureur aura besoin de preuves supplémentaires pour convaincre un jury que Robert Diaz est un tueur en série. Après plusieurs semaines d'instruction, la chance tourne enfin pour les enquêteurs. Ils interrogent l'infirmière Donna MacDonald. Et ce qu'elle a à dire attire immédiatement leur attention. Elle travaillait avec Robert Diaz à l'hôpital Riverside de Perris. Ils étaient surnommés le duo infernal, tant les patients mouraient sous leur surveillance. Donna MacDonald leur dévoile quels événements ont conduit à la mort d'Henri Castro, décédé à l'hôpital des mois auparavant. Alors qu'elle s'occupait du patient, Robert Diaz lui a tendu une mystérieuse seringue. Robert Diaz lui a donné l'ordre d'appuyer sur la seringue, de l'injecter par intraveineuse. Elle n'avait pas l'impression que c'était justifié ou nécessaire. Elle a trouvé la requête de Robert Diaz étrange et suspecte. Alors, elle a refusé et lui a rendu la seringue. Les enquêteurs font tout de suite le rapprochement. Cette seringue serait-elle la même que celle chargée d'une dose mortelle de lidocaïne, retrouvée sous un matelas du service de soins intensifs? La première chose qu'on a faite, c'est de relever les empreintes. Il y en avait une sur le verre. Elle appartenait à mademoiselle MacDonald. Ma théorie était que Robert Diaz avait demandé à l'infirmière d'injecter la lidocaïne. La police arrive à une conclusion terrifiante. Robert Diaz tue peut-être par procuration, en convainquant des collègues d'injecter la dose mortelle de lidocaïne. Elle tient l'arme du crime. Pour les enquêteurs, cela ne fait plus aucun doute. L'infirmier Robert Diaz est un meurtrier, un ange de la mort. Il est responsable d'une série de meurtres dans des hôpitaux californiens. Le décor est posé pour le procès retentissant qui exposera toute l'horreur de ces crimes. « 1er octobre 1983. Robert Diaz est déféré à la justice pour le meurtre de 12 patients dans 2 hôpitaux de Californie du Sud. Au tribunal, l'opinion publique découvre le visage de celui qui a été surnommé le tueur à la lidocaïne. Il avait un regard noir. S'il n'appréciait pas une question que vous lui posiez, il vous regardait droit dans les yeux et son regard devenait glacial. Totalement glacial. Robert Diaz refuse d'être jugé par la société civile et choisit de remettre sa vie entre les mains d'un seul juge. Ses avocats plaident non coupables. Ils affirment que leur client n'a rien à voir avec la surdose de lidocaïne retrouvée dans le corps des victimes. Les avocats de Robert Diaz, et il en avait beaucoup,
ont clamé son innocence. À aucun moment, ils n'ont évoqué le moindre degré de culpabilité. Il n'y avait aucune concession du genre « il l'a peut-être fait, mais pour cette raison-là ». Ils le disaient tout simplement innocent. L'accusation doit réussir à prouver que Robert Diaz a tué de sang-froid. De mon point de vue, il était clair et limpide que les preuves étaient accablantes. Mais il fallait tout de même les présenter. Alors j'ai appelé à la barre environ 130 ou 140 témoins. Les procureurs retracent l'évolution de Robert Diaz jusqu'au meurtre. Ainsi, la cour apprend qu'il voulait être médecin depuis l'adolescence. Et qu'il a sûrement perçu comme un échec cuisant de devoir se contenter d'un diplôme d'infirmier. Il est bien décidé à prouver à ses pairs qu'il a le don de sauver des vies. Et il élabore un plan machiavélique. Robert Diaz est un infirmier en cardiologie qualifié, qui sait que certains traitements peuvent soigner ou tuer. Il sait qu'à haute dose, un médicament peut aggraver l'état d'un patient et qu'un autre, administré rapidement, peut le stabiliser. Le médicament qu'il choisit est très répandu dans les unités cardiologiques. La lidocaïne. Un infirmier pouvait entrer dans la pharmacie de l'hôpital de Paris et prendre tous les médicaments qu'il voulait sans que personne ne s'en aperçoive. Il prenait des fioles de lidocaïne à 20%, hautement concentrées, avec des ampoules de lidocaïne à 1 et 2%. Il prenait cette lidocaïne à 20% et il remplaçait le contenu des ampoules à 1 ou 2% par cette version très concentrée. Une dose de lidocaïne à 20% peut entraîner la mort d'un patient en insuffisance cardiaque. Robert Diaz peut alors mettre son plan à exécution. Lorsqu'il est seul dans l'unité cardiologique, il injecte le décontractant musculaire à un patient vulnérable. Puis, il prédit devant ses collègues que son état va se dégrader dans la nuit. Inévitablement, le patient drogué fait une attaque cardiaque. Alors, devant ses collègues médecins, Robert Diaz lui administre une dose d'adrénaline pour le stabiliser. Il savait très précisément quand le patient allait mourir en fonction de la dose qu'il avait injectée. À la dernière seconde, il lui injectait de l'adrénaline pour contrecarrer les effets du médicament et sauver le patient de la mort. Ce n'était pas difficile, mais ça devait beaucoup impressionner les médecins et les autres infirmiers. Il voulait l'attention de ses pairs pour qu'ils disent « Robert Diaz a sauvé la vie de ce patient ». Il en rêvait. Robert Diaz se délecte de jouer à Dieu. Mais un jour, ses fantasmes prennent une tournure macabre. Il prend la décision de ne pas injecter de l'adrénaline pour réanimer un patient. L'ange de la miséricorde est devenu l'ange de la mort. Et dans ce rôle, il se sentait investi d'un pouvoir absolu. Il n'avait plus simplement le pouvoir médical de sauver les gens. C'était un pouvoir divin, celui de vie ou de mort. C'était un homme qui avait une très haute opinion de lui-même. Il voulait ce pouvoir de vie ou de mort. Il y prenait beaucoup de plaisir. Je me souviens d'un procureur qui a appelé ça le complexe du Messie. Une fois qu'il a mis le doigt dans l'engrenage, Robert Diaz ne peut plus s'arrêter. Mais il doit effacer ses traces.
Il tente peut-être de persuader ses collègues d'administrer la surdose de lidocaïne. Il se dit que la faute leur sera incombée. Mais dans le cas d'Henri Castro, son plan se retourne contre lui. L'infirmière Donna MacDonald refuse d'injecter le contenu de la seringue mystérieuse. Il a tenté de piéger Donna MacDonald avec la lidocaïne pour qu'elle l'injecte dans les veines de la victime. Il était suffisamment calculateur pour ça. Ses doutes quant aux motivations de Robert Diaz ouvrent une brèche pour les enquêteurs. La seringue est retrouvée et le lien est fait avec la lidocaïne concentrée découverte chez l'infirmier. Toutes les preuves semblent l'accabler. « 29 mars 1984. Robert Rubén Diaz est reconnu coupable de 12 homicides volontaires. Le juge John Bernard le condamne à la peine capitale. Quand on a la responsabilité d'une telle décision, malgré toutes les preuves, ça n'a pas dû être facile pour le juge Bernard. Pas facile du tout. Je pense que la peine de mort était la sanction la plus juste. Mais en tant que représentant du peuple de Californie, avec ou sans peine de mort, la justice aurait été rendue. La condamnation ne semble avoir aucun effet sur l'accusé. Robert Diaz n'a eu aucune réaction à l'annonce du verdict. Il allait être envoyé dans le couloir de la mort et il n'a eu ni une parole, ni un geste. Robert Diaz restera dans le couloir de la mort pendant 26 ans. Il mourra en août 2010 de mort naturelle. L'ironie est tout de même que l'État de Californie n'a pas eu l'occasion d'exécuter Robert Diaz par injection, comme lui-même l'avait fait avec ses victimes. Plus de 30 ans après sa folie meurtrière, le choix de l'infirmier de tuer en milieu médical choque encore ceux qui ont contribué à le faire condamner. Quand des personnes malades se rendent à l'hôpital, elles s'attendent à être soignées. Elles doivent être en sécurité et bien traitées. Le fait qu'ils trahissent ainsi leur confiance et qu'intentionnellement, avec préméditation, il assassine ses patients rien que pour le plaisir de tuer, c'était vraiment choquant. Des questions restent sans réponse. Robert Diaz était-il un mégalomane qui a trop joué avec la vie de ses patients? Ou avait-il toujours eu l'intention de tuer? Pour certains, c'est son besoin pathologique de reconnaissance et de pouvoir qui l'a conduit au meurtre. À mesure que Robert Diaz augmentait la concentration de lidocaïne, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas vraiment sauver ses patients. Il est passé du sauveur à l'assassin. Tuer lui conférait une forme de prestige. Il a découvert qu'il prenait beaucoup plus de plaisir à jouer à Dieu et à décider du moment où il devait mourir. Robert Diaz a été condamné pour 12 meurtres. Mais en aurait-il commis davantage? À la fin des années 70, d'autres morts suspectes se sont produites dans des hôpitaux de la région de Los Angeles. L'ange de la mort aurait-il commencé à sévir bien plus tôt? Quand avait-il commencé? Ce n'était que des suppositions. J'ai dû me concentrer sur ce qui s'était passé dans le comté de Riverside. Nous n'avons pas enquêté dans le comté de Los Angeles. Je n'avais ni le temps, ni les moyens humains nécessaires pour enquêter dans les hôpitaux de Los Angeles. Je pense qu'il avait déjà tué à Los Angeles. Personne ne l'a su. Mais des patients sont morts mystérieusement là-bas. Puis, il a déménagé à Perris et il a reproduit le même modus operandi. L'infirmier Robert Diaz est le pire cauchemar de toute personne hospitalisée.
Un assassin camouflé derrière le prestige de l'uniforme, qui tue ses victimes de la façon la plus cruelle et calculatrice qui soit. Robert Diaz était-il du genre à vous foncer dessus dans la rue et à vous fracasser le crâne avec un marteau? Non. Était-il du genre à se glisser dans votre chambre la nuit pendant votre sommeil et à vous injecter une dose mortelle de médicaments? Absolument.